Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour à nouveau un sujet très léger, très facile à aborder, voilà. C'est donc le libre arbitre, vous l'avez vu dans le titre. Donc c'est un sujet qui m'est venu en même temps que celui de la vérité, parce que je l'ai trouvé assez corrélé en fait sur plusieurs aspects, et c'est pour ça que je voulais le sortir après du coup l'épisode sur la vérité. Et donc, pour traiter de cet épisode sur le libre arbitre, j'ai ramené des renforts parce que je pouvais pas m'en charger toute seule. Et puis, il se trouve que j'ai que des gens intéressants autour de moi qui ont des choses à dire. Donc, j'ai ramené ma best of the best, Charlotte. Hello, 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 coucou. Elle est là, elle est prête, elle est chaude. Elle va vous trop envoyer... chaud d'ailleurs. Elle va vous envoyer du lourd. On est chez elle, on est au calme. Si vous entendez un chat, c'est normal. Il y en a un dans les parages. Voilà, donc Charlotte, je t'ai proposé le thème, tu as dit oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a appelé dans ce fameux thème? Déjà, tu m'as proposé un truc et du coup, moi, j'ai dit oui. C'est un réflexe, un voilà, petit peu. ça, je suis obligée, j'ai pas du tout de liberté là-dessus. Pas de libre arbitre. Je suis complètement conditionnée. Non, mais déjà, tout simplement, en fait, juste j'arrive à retenir mon opinion, mais j'avoue que quand on me la demande, c'est quand même une joie de pouvoir m'exprimer. Mais ouais, je trouve que la liberté et le libre arbitre en soi sont des concepts assez intéressants. Et je l'aime particulièrement aussi par rapport à ton approche aussi de debunk. Et effectivement, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire dessus auxquelles les gens ne pensent pas forcément au premier abord. C'est peut-être le fait de pas toujours m'être sentie libre de mes choix dans tous les moments de ma vie. Mais du coup, comme moi-même, je suis dans un process en fait de récupérer mes choix, d'essayer de comprendre en fait comment je m'insère dans le monde et comment communiquer avec les autres de façon harmonieuse. Je trouve que le libre arbitre, ça fonctionne bien. Et aussi, du coup, dans une démarche de responsabilisation, en fait, de moi-même, de mes choix, de pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi je dis oui, pourquoi je dis non. Voilà. Et c'est pas une chanson des années 80. Non. Ouais, d'accord, donc du coup, pour toi, de ce que tu me disais, c'est plus un outil, en fait, pour naviguer tout ça, quoi. Mais du coup, voilà, je pense que c'est important de différencier et le libre arbitre et la liberté, parce que pour moi, ce sont des choses complètement différentes, au sens où le libre arbitre, je le vois comme un outil, en fait, un outil de navigation qui nous aide à faire des choix, un petit peu comme une carte qu'on joue dans le but de retrouver son pouvoir ou d'aller dans son pouvoir. Je reviendrai sur ce concept, en fait, parce que pour moi, le pouvoir, c'est... le pouvoir personnel, en fait, c'est une notion très importante à la base de tout, en fait, et qui est pas forcément toujours bien comprise, ni toujours bien acceptée, en fait, même de parler de pouvoir, en fait, parce on est quand même dans des sociétés et un monde où il y a beaucoup d'institutions qui nous oppressent. Le patriarcat, voilà, entre autres. Mais du coup, voilà, quoi, il y a d'autres façons de parler du pouvoir, je trouve. Et du coup, la liberté, c'est pas forcément un outil, mais plus un état qu'on recherche à atteindre, et pas l'outil du libre arbitre, en fait. Donc, se dire libre, ça engage plein de choses, en fait. Ça engage pas juste en mode, on n'est pas juste libre parce qu'on dit je suis libre, je suis libre, je suis ça, je suis libre de faire ci, de faire ça. En fait, pour moi, non, c'est plus qu'on utilise son libre arbitre pour faire ci, mais est-ce qu'au fond de nous, on est vraiment on est vraiment habité par un état de liberté profond, en fait. Ça, c'est la question, je trouve. C'est ça, sommes-nous vraiment libres? Sommes-nous vraiment libres? Oui, c'est ça, quoi. Et en plus, moi-même, j'aime bien, comme pour les grands mots comme ça et tout, en général, j'ai, mettons, liberté avec un petit L et tout, qui peut peut-être plus s'appliquer à la vie mondaine, et mettons, liberté avec un grand L que j'applique plus quand je veux réfléchir ou évoquer des principes puissants et un petit peu qui dépassent juste la vie de tous les jours, en fait. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, cette notion de libre arbitre, elle m'a appelée, parce que elle
elle est vraiment sujette à questions. Et d'ailleurs, au début, cet épisode-là, je me suis tâtée à le faire en anglais, parce que je trouve que l'expression en anglais traduit un peu plus ça, parce qu'en anglais, le libre arbitre, c'est free will. Donc la liberté, enfin la volonté libre. Voilà. La volonté libre. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un côté... je voulais appeler l'épisode, si je l'avais fait en anglais, je l'aurais appelé Free Will, A Cautionary Tale, point d'interrogation. Donc en gros, c'est l'équivalent du titre que je vous ai mis là, c'est une fable un peu populaire qui a pour vocation un peu de mettre en garde et d'être à moitié un conte moral, à moitié quelque chose de vrai aussi, voilà, une sorte de... quelque chose dans ces eaux-là. Voilà. Un outil de contrôle aussi, parce que si on dit aux gens qu'ils sont libres de la plupart des choses, en fait, ils vont pas forcément aller gratter beaucoup plus loin. C'est ça. Voilà, quoi. Et je parle pas non plus que des totalitarismes les plus oppressifs qu'on voit bien à la télé, dans les médias et tout, en disant « Ouh, c'est les grands méchants !» Regardez les grands méchants à l'autre bout de la planète et tout. Heureusement qu'on n'est pas comme eux. Ouais, grave. Surtout, ne nous remettons pas en question. Nous, on a une démocratie, on a le choix tout le temps. Voilà, patte blanche. Voilà, quoi. Ok, donc du coup, vous voyez un petit peu déjà d'où on part. Mais avant d'entrer un peu dans le cœur du sujet, moi, je voulais vous faire une première partie pour vous présenter un petit peu plus l'histoire du concept de libre arbitre, un petit peu son évolution. Parce que beaucoup de personnes, j'ai remarqué, ont tendance à penser que c'est quelque chose d'assez moderne. Quand je dis moderne, j'entends depuis l'industrialisation, on va dire, si vraiment j'arrondis. Alors que pas vraiment. Donc déjà, je vais vous donner... Vas-y, je te dirai après. Parce que du coup, j'aime trop toutes les têtes que t'as mis. Elles sont trop bien. Moi, j'étais là en mode ouah, je les avais pas. Ou alors, je les avais, mais pas forcément de cette façon. Je les aurais pas citées. Donc, vas-y. C'est pour ça. Donc, du coup, alors, on va commencer juste par donner une définition de Wikipédia. Hein, les gars, je suis pas allée dans le Larousse, on m'en voudrait pas. Pour vous donner la définition classique du libre arbitre, parce qu'on vous a donné les nôtres, mais c'est bien qu'on mette aussi la définition un peu plus commune. Et la voici. L'aptitude de l'être humain à se déterminer librement et par lui seul pour agir et penser. Cette notion s'oppose au déterminisme ou au fatalisme qui affirme que sa volonté est régie par des forces qui l'y obligent. Alors c'est du charabia, hein, si on fait pas très attention, et comme ça, si tous les mots sont balancés, il y a déterminisme et il y a fataliste, on y reviendra plus tard avec Charlotte sur un podcast de son côté, mais en gros, c'est 3 lignes à peu près, enfin moi quand c'est 2 phrases en fait, qui, moi je trouve, tu me diras Charlotte ce que t'en penses après, je trouve que ça nous laisse penser que c'est quelque chose de facile en fait. Quand on lit la première phrase, c'est l'aptitude de l'être humain à se déterminer librement et par lui seul pour agir et penser. En fait, présenté comme ça, si on s'arrête pas sur les mots et les notions, ça paraît facile, et même si après ils disent, qu'ils affirment que sa volonté est régie par des forces qui l'y obligent. Je sais pas, je trouve que cette définition est pas si nette que ça, en fait. Bah moi je la trouve très hypocrite et, oui, c'est ça. Pas terrible. C'est ça. Au sens où je prends juste le côté et l'aptitude de l'être humain à se déterminer, blablabla. Et en fait, moi, je m'arrête juste direct. En fait, ça m'a hyper freiné le mot aptitude. Parce que, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un muscle qu'on entraînait suffisamment ou pas. Et que limite, en fait, je trouve que c'est très tout de suite culpabilisant ou même victimisant pour les gens, en fait, parce que ça voudrait dire que si t'as l'impression de pas avoir de choix dans ta vie ou d'être tout le temps forcé à faire des choses, j'ai l'impression que le fait de dire que c'est une aptitude, ça veut dire que tu t'es pas assez entraîné et que t'es qu'une merde et que t'as pas en tout cas un libre arbitre assez musclé ou exercé ou intelligent ou technique ou je ne sais quoi en fait, et du coup le placer sur une échelle d'aptitudes qui du coup sont bien excellente ou médiocre, mauvaise, tu vois. Il y a quand même une échelle sur le concept d'aptitude. Je trouve que c'est pas très pertinent et pour moi c'est juste peut-être la personne elle a pas forcément voulu écrire avec tout ce que je mets comme sens derrière et tout, mais en tout cas pour moi je sais que les mots c'est super important, donc c'est pour ça que j'ai choisi avec beaucoup de précaution et d'attention le mot outil, parce que pour moi il y a une neutralité en fait liée au terme d'outil
Et il y a forcément nous qui en faisons usage, en fait, mais c'est pas un côté de bon ou mauvais usage, ou en tout cas, le libre arbitre, c'est pas... c'est quelque chose qu'on a nous-mêmes, en fait, la capacité d'utiliser... Enfin, qu'on va utiliser nous-mêmes selon plein de paramètres, en fait, qui sont pas forcément que des choses qu'on va muscler et exercer, en tout cas. Oui, tout à fait. Puis on n'a pas tous le même accès à ce genre enfin, mais justement, la liberté d'exercer le libre arbitre. Donc, je veux dire, ça... Il y a même un aspect très sociétal par rapport à ça, oui, c'est ça. qu'il faut pas négliger, et on va y revenir plus tard, d'ailleurs, dans le temps, justement, pour présenter l'origine, enfin, comment dire, pas l'origine, mais le fait que ça fait un moment qu'on en parle du libre arbitre, et surtout d'où est partie la discussion à l'échelle de l'humanité sur ce sujet. Parce que donc on va commencer à aller donc en Antiquité, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Enfin, j'ai dit Moyen-Âge, mais en fait, j'ai même pas parlé du Moyen-Âge dans mes dates. C'est pas grave. Donc on va juste rester sur l'Antiquité, avec, comme d'habitude, les grands pontes tels que Platon et Aristote qui en parlent. Platon, lui, il développe son concept de l'âme, en fait, comme une entité distincte du corps, ce qui va après, en fait, influencer les discussions sur le libre arbitre. Donc moi, je trouve ça intéressant. En quoi ? Parce que du coup, ça a créé une corrélation entre, justement, l'âme et le libre arbitre, comme si avant de parler de l'âme, on parlait pas du libre arbitre, en fait. Ça donne un peu cette impression-là, je trouve. Un petit peu comme si on était quand on est juste dans le corps, en fait, on est plus dans une animalité ou dans une primarité, et du coup, il n'y a pas cette espèce de choix. Du coup, c'est ça, du coup, il y aurait un côté plus automatique, on va dire, dû à... des réflexes du corps qui s'entretiennent lui-même. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et après, il y a Aristote qui, lui, propose sa théorie de la volonté, voilà, qui affirme que l'homme est capable de choisir et d'agir en fonction de sa propre délibération, qui prend ça, donc, lui, sur un autre... le lien est plus évident, parce que lui, du coup, il est parti de la volonté, et après, boum, il est parti sur tout ça. Mais donc, je trouvais ça intéressant d'avoir, à l'Antiquité, au IVe siècle, Platon et Aristote, qui arrivaient par des chemins différents, tu vois. Okay. Et ensuite, au 5e siècle, on a Saint-Augustin qui, lui, il écrit carrément directement sur le libre arbitre, en fait, mais dans des ouvrages théologiques. Donc là aussi, c'est intéressant, car ces ouvrages, ils introduisent des concepts chrétiens qui impliquent une prédestination en lien avec cette grâce divine, l'incarnation, tout ça. Donc déjà, rien qu'à l'Antiquité, on a quand même 3 points d'entrée, entre guillemets, sur ces notions-là, quoi. Et du coup, plus avec une vision déterministe où on est dans les bras de Dieu, quoi. Oui, oui, totalement. Saint-Augustin, dans ce qu'on... Enfin, j'ai pas lu tous les ouvrages de Saint-Augustin, hein, vous m'en voudrez pas, mais vu qu'il a inclus cette notion dans des ouvrages théologiques chrétiens, comme c'est dit, ça implique tout un tas de choses qui du coup est un petit peu contre nature, enfin pas contre nature, contre-productif. Donc du coup, voilà, c'est intéressant, parce que la notion de libre arbitre dans un contexte théologique, je pense que même ça, en lui-même, ça demanderait un podcast à lui tout seul, quoi. Oui, c'est ça, et puis bon, après, voilà, quoi, très rapidement, là, par rapport à même Sartre et tout, par rapport à l'existentialisme, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'oppose pas forcément non plus le libre arbitre et la liberté de l'homme, en fait, il l'oppose pas non plus à la divinité, et il dit pas non plus que c'est quelque chose qui est forcément lié à de l'athéisme. Donc c'est intéressant de voir que ça a bien évolué, quoi, et qu'il n'y a pas forcément que 2 camps. Vas-y. non, mais c'est vrai, hein. Enfin, c'est pour ça. Pardon. Vas-y, continue. Attention, on va partir sur une TED Talk de 4 heures de philo, parce qu'on a des munitions aussi, mais on va essayer de garder ça digeste et abordable. Et du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai pas mis de Moyen-Âge, en fait, dans mon retour dans le temps, parce que, justement, on parle de Saint-Augustin, du christianisme et tout ça, et c'est vrai que globalement, au Moyen-Âge, le contexte sociétal, en tout cas en Europe, c'était pas hyper trendy, en fait, le libre arbitre, on n'en parlait pas des masses, donc il y a très peu de choses à dire sur cette période-là. Donc on va directement sauter, on va avancer dans le temps jusqu'à l'ère moderne, donc tout ce qui est 17e, 18e et 19e siècle. Et notamment, donc, pour le 17e, on a René Descartes et Thomas Hobbes, qui eux parlent, enfin,
ils nourrissent beaucoup les débats sur le libre arbitre. En fait, ça s'intensifie énormément en la personne de ces deux hommes, parce qu'évidemment, il n'y a que des hommes dans l'histoire. Et ensuite, on a l'ère des Lumières qui apporte des nouvelles perspectives en fait sur la liberté individuelle avec plein de personnes. Mais on va notamment, vu qu'on est en France, parler de Voltaire et de Rousseau, qui vont mettre en perspective en fait la liberté individuelle et le rôle de la raison dans le libre arbitre. Et bien sûr, Kant, il sera pas très loin à un moment donné. Et ensuite, au 19e siècle, on arrive avec un côté un peu plus médecine, sur lequel on reviendra un peu plus tard, avec les découvertes en neurologie et en psychologie qui commencent justement à nourrir et influencer ces débats sur le libre arbitre, parce qu'ils remettent en question en fait la notion de choix totalement indépendant des facteurs biologiques et environnementaux. Donc là, on level up au niveau de la complexité, parce que du coup, on s'en sort plus. Voilà. En tout cas, c'est la science qui essaie à chaque fois de démystifier les choses sur lesquelles, enfin les sujets sur lesquels on s'interroge de façon philosophique ou théologique. De toute façon, c'est ça. C'est le chemin, on dirait. D'ailleurs, effectivement, parce qu'on arrive à l'époque contemporaine, et donc là, ce sera notre dernier arrêt dans le temps, ensuite on va revenir dans les discussions du moment, mais donc à notre époque, donc 20e et 21e siècle, on sait jamais pour ceux qui l'écoutent au 23e siècle que ce soit une archive, là, à l'heure où on parle, on est à l'époque contemporaine, la nôtre, c'est le 20e. Qui traverse le temps. Forever. Vitesse bélier. Vitesse bélier. 20e et 21e siècle, c'est notre époque, voilà. Et donc là, vous devez sûrement le savoir, on a les avancées en sciences, comme en physique quantique, avec les développements en psychologie, en neurosciences, qui continuent d'alimenter les débats sur la nature du fameux libre arbitre dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis, du coup, ces discussions, elles se poursuivent en fait dans des domaines tels que l'éthique, la philosophie de l'esprit, la psychologie, la science cognitive, avec des implications dans des domaines jusqu'à la responsabilité morale et le droit. On y reviendra en troisième partie. Oui, c'est ça. Après, très, très rapidement aussi, là, pour la science, en fait, l'idée, c'était aussi... Enfin, en gros, le gros des études, qui sont quand même très controversées encore, donc c'est pas vraiment bien créé. Pour aller très brièvement dessus, c'est surtout des études qui visent à étudier quelles sont les parties du lobe cérébral. Enfin, oui, qui sont activées. Du lobe cérébral, du lobe temporel. Non, mais on n'a pas fait bac. Du concept. Si, j'en suis en plus. Mais c'est pas grave. Médecine. En tout cas, c'est plus dans l'étude des... Putain, je l'ai le mot en plus. C'est l'étude des zones du cerveau qui s'allument quand on fait des choix, en fait, et pour voir si ça répond plus, comme tu dis, à quel lobe cérébral, à quelle fonction, est-ce que c'est plus par rapport aux habitudes, est-ce qu'il y a de la créativité qui se met dedans, enfin voilà, pour aller très rapidement, et comme ça vous pouvez avoir un petit peu un début de piste pour faire vos propres recherches si besoin. Et pour info, du coup, nous avons le lobe frontal, le lobe occipital, le lobe temporal. Il y a plein d'espaces dans le cerveau. Voilà, c'était le point un petit peu médecine. Oui, parce que les TADA font des recherches Google au moment où la question apparaît, bien sûr. Évidemment. Voilà, quoi. C'est très important, Google est notre ami. Oui, c'est ça. Oui, puis il y a aussi tout un côté un petit peu plus, on va dire, spirituel qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à présent, mais toi t'en avais parlé quand on en avait un petit peu discuté en off avec les grands maîtres spirituels qui eux abordent ça d'une façon un peu différente aussi. Oui, moi je pense qu'après j'ai pas forcément de nom en soi, mais je dirais que c'est plus par rapport à ma pratique du yoga en fait, et de ce que je comprends. En fait, il y a beaucoup ces idées aussi de détachement de l'ego. Et je pense que ce sera plus facile d'en parler quand on parlera des... Je sais pas si je le dis haut ou pas. Oui, tu peux. Oui, la partie sur les désirs, en fait. Parce que j'ai l'impression que... Voilà. Bon, très bien. C'est vrai, en plus. Et peut-être que ça fait le pont, en fait, justement. Où, en fait, il y a cette idée de liberté, en fait, et de conscience totale et éveillée, en tout cas selon leur paradigme, qui est lié à des détachements du désir, en fait. Et ça enlève un petit peu le côté de prédétermination et tout, même si on a tout le côté éventuellement karmique et tout, si on y croit. Mais en tout cas, ça parle juste du côté de détachement
des désirs pour être libéré, en fait, et pouvoir contempler son existence d'un autre point de vue, en fait, et plus éveillé, parce qu'on n'est pas forcément en train d'être dans la survie, dans la convoitise, dans l'envie, et toutes ces pulsions, en fait, qui nous détournent de, entre guillemets, l'éveil. Oui, c'est ça. Et même ça, je trouve ça assez binaire comme truc, alors que les spiritualités... Enfin, je pense que bon, il y a eu des déformations. Ce n'est pas un podcast sur la religion. Oui, complètement. Et puis, en tout cas, c'est pas non plus. Je pense qu'il est aussi admis que c'est pas non plus un état qui est disponible pour les êtres humains. À chaque fois, on s'en approche, mais de ce qui est quand même assez commun à beaucoup de religions, c'est que c'est des états de divin, que même quand on admet qu'on possède du divin en soi, il va quand même y avoir ce détachement entre... On va jamais arriver à incarner à 100%, parce que du coup, ça veut dire qu'on est mort. Oui, voilà, c'est la transcendance. Voilà, en fait, et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut accomplir de notre vivant. Donc c'est ça aussi qui est à bien comprendre. Et en général aussi, le côté trop binaire, il vient de transcriptions occidentalisées, en fait, qui cherchent juste des choses, des mots impactants à dire, quoi. Oui, c'est ça, et c'est aussi pour ça que pour moi, c'est un très bon sujet pour l'authentique podcast, le libre arbitre, c'est que justement, moi, j'apporte des nuances à tous ces trucs-là, et c'est vrai que les retranscriptions, elles étaient loin d'être nuancées, et plus le temps a avancé, et moins elles l'ont été, quoi. Et puis surtout, elles étaient retranscrites de telle façon à... un peu d'une façon de propagande, en fait. Oui, même selon les traductions, tu peux avoir aussi des traductions qui sont basé sur un modèle occidental, si tu veux. S'il y a des traductions d'il y a 2 siècles, elles étaient évidemment très influencées. Et même si on prend tout ce qui nous vient, mettons, des années 70, 80 en mode New Age, bien sûr que c'est un petit peu déformé. Donc ça demande vraiment de revenir aux sources et de croiser ces sources aussi. Ouais, complètement. Et garder en tête aussi que dans les traductions, aussi bonnes qu'elles puissent être, que ce soit des termes intraduisibles. Il y a des choses intraduisibles et qui sont pas évidentes. Et moi, c'est quelque chose, c'est mon sacerdoce au quotidien, parce que vraiment, il y a des choses qui ne se traduisent pas. Ou alors, ce sera jamais tout à fait la même chose. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Il faut garder en tête la langue qui est traduite, vers quelle langue, dans quel but et par qui. Voilà. Et puis, le mot nous vient de quel contexte, de quelle culture. C'est ça. Donc du coup là on va passer dans la partie un peu plus fun, on va dire, parce que du coup on va parler de 3 poteaux des Lamano, désir, libre arbitre et liberté. Voilà, on en a déjà un petit peu parlé, mais là on introduit cette notion de désir, parce que du coup ce qui transparaît jusqu'à présent, c'est que nos choix sont dictés par nos désirs, et pourquoi pas par extension, nos désirs aussi dictés par nos besoins. Non mais c'est pas la même chose. Non, mais il y a une corrélation. Ah non, un désir, c'est pas un besoin. Mais non, mais ça peut être corrélé dans le sens où un désir peut partir d'un besoin. Par exemple, imagine, j'ai besoin de manger, ça va me donner le désir de trouver des baies, tu vois, si je suis dans la jungle. Non, parce que tu réponds à ton besoin. Oui, mais il y a un désir qui vient se placer aussi. Non. Ton désir, par exemple, il va venir sur le fait que, par exemple, tu peux avoir je dirais qu'en fait, ça répond au concept de manger. Et en fait, c'est quand tu vas... Parce que le besoin, il est en mode par rapport à la survie. Et en fait, le désir, il va faire que, par exemple, t'as besoin de manger, tu vas dans la forêt, tu trouves un truc de baie, et t'es là... Oh, c'est pas celle que je voulais. Et là, t'as le désir de manger autre chose, en fait. Et c'est le besoin, en fait, qui fait naître ça. Et le désir, pour le coup, je trouve qu'il est très... il est détaché de l'instinct. Et il est dans quelque chose de légèrement superflu, en fait. Il vient par rapport à ta préférence. Alors que si t'as besoin, en fait, t'es là en mode, tu vas manger n'importe quelle baie. Alors que le désir, en fait, par exemple, il va te faire dire, en fait, là, il faut que je mange. Mais je me souviens que j'avais vu beaucoup de lapins dans cette partie de la forêt, donc je vais aller là, parce que vraiment, là, les lapins, ils me font saliver. Je suis végétarienne depuis 9 ans. Mais du coup, dans ce cas hypothétique, en fait, et c'est là où je trouve qu'il y a une différence entre besoin et désir.
Alors oui, tu as raison, expliquer comme ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte, en fait, quand je... C'est l'astrologie. C'est l'astro, mais c'est toujours l'astro, on fera un podcast dessus. Chez elle ou chez moi, on verra. Si ça vous intéresse, laissez-nous un petit commentaire, laissez-nous des étoiles. Parce qu'en fait, moi, quand je regarde, alors c'est justement, c'est peut-être ma Vénus Bélier, tu diras, mais moi, en fait, j'ai souvent une corrélation entre besoin et désir, quoi. C'est, par exemple, si on parle ne serait-ce que... parce que bon, là, j'ai pris le désir basique de manger de la nourriture, mais il y a plein d'autres désirs qui pour moi peuvent se ramener à des besoins. Alors du coup c'est peut-être une addiction, j'en sais rien, mais disons que attends, je vais essayer de prendre un autre exemple qui soit pas qui vient pas toucher un besoin primaire. Par exemple, si YouTube on prend... Premium. YouTube Premium. Si je prends... Bah, je trouve que c'est un bon exemple. Ok. Si tu veux. Tu veux que je te le décrypte? Bah oui, du coup, parce que je sais pas où tu vas. Bah, en soi, pour moi, c'est un désir, au sens où c'est superflu par rapport à ton existence en tant essentielle humaine, si tu veux. En tant qu'humain, on n'a pas besoin, d'un compte YouTube Premium qui nous fait enlever les pubs. Toi, tu l'assimiles peut-être à un besoin parce que ça te fait péter les câbles d'avoir les pubs, ça on prend, et ça te donne un confort. Et à partir du moment où ça donne un confort, c'est plus tout à fait un besoin en fait, parce que tu augmentes, tu vois un petit peu. Et surtout, c'est si t'étais dans une autre circonstance, par exemple, si t'étais dans un endroit où il y avait, mettons, comme t'aimes bien le côté à la campagne et tout, bah t'aurais pas besoin. Alors que manger, t'en auras toujours besoin, l'air, t'en auras toujours besoin, l'eau, t'en auras toujours besoin. Voilà, et c'est là où les besoins, c'est vraiment le corps, enfin vraiment le CORE, tu vois, c'est vraiment la base... la base nécessaire. Ça peut être aussi des choses intangibles comme le besoin, comment dire, le besoin de poser des limites pour se sentir et tout, et à un moment donné, ça devient un désir, par exemple. D'accord, oui, non, mais ça se tient. Voilà. C'est le désir qui est l'évolution du besoin, en fait, à partir du moment où on se sent suffisamment en sécurité pour demander plus, en fait. Ça, c'est très bien. Notez cette phrase, les gens. Elle est très bien, cette phrase. Et c'est pour ça que je fais venir des gens aussi dans les podcasts. Vas-y. Parce que je ne sais pas tout. Vas-y. Et on est tous un peu biaisés, quoi. Vas-y. En vrai, je te connais depuis un petit moment. Aussi, bon, l'avantage, c'est l'avantage de ça. Mais c'est vrai que, voilà, si on applique à ça, si on met à part, du coup, la partie que les désirs sont dictés par nos besoins, en revanche, nos choix sont dictés par nos désirs. Oui, tout à fait. Et après, même par rapport au libre arbitre, voilà quoi, ça demande une force de volonté, par exemple, de renoncer à ses besoins et tout. Et renoncer à ses désirs, c'est encore autre chose. Oui, ça aussi, ça pourrait être un podcast en soi. Parce que du coup, là, quelque part, si vraiment on se pose et qu'on est honnête, est-ce que nos désirs sont pas choisis pour nous aussi ? Surtout dans la société dans laquelle on vit. On y reviendra plus en profondeur dans la troisième partie, mais là, on peut en parler déjà rapidement. Voilà, sommes-nous libres de ce que l'on fait si on n'est pas libre dans nos désirs, quoi. Si nos désirs sont conditionnés par une source extérieure. Est-ce que tu veux en parler ou est-ce que tu veux que je me lance ? Si tu peux te lancer en gardant un petit peu pour la troisième partie, oui, sinon c'est pas grave. Alors, sommes-nous libres dans ce que l'on fait si on n'est pas libre dans nos désirs ? Effectivement, moi je dirais, en fait, je répondrais par une contre-question qui est ne sommes-nous que la somme de nos désirs ? Ouh, notez cette phrase aussi. Tu vois, parce que c'est ça que un petit peu la question, en fait, elle propose de est-ce qu'on est libre si on n'est pas libre de nos désirs ? Et du coup, moi je dis, on n'est pas forcément que la somme de nos désirs, mais on n'a pas forcément accès consciemment non plus à l'intégralité de nos désirs, au sens où il y a énormément de ressorts inconscients qui jouent systématiquement et qui influencent nos désirs. Et il y a plein de moments où on se sent très libre, très... Non, mais ça, c'est mon choix personnel, dans mon entière authenticité. Et qu'au final, ça vient pour combler une frustration qu'on a eue dans notre enfance ou il y a quelques années, ou même juste une frustration qu'on a eue dans l'après-midi.
Et on se dit, non, mais c'est mon libre arbitre d'aller à cette soirée parce que je suis libre de mon temps libre et tout, parce que justement, on Et en a fait, travaillé... c'est des réactions. Voilà, quoi. Ou alors, j'ai bien travaillé toute la journée, j'utilise mon libre arbitre, je fais ce que je veux de mon temps libre. Oui, Voilà. puis il y a même le côté, je vais te one-up avec le côté un petit peu prédestination, avec l'aspect transgénérationnel, parce qu'il y a des désirs qu'on a en nous, qui nous sont transmis, tu vois, par notre génération. Et par exemple, si t'es dans le cadre, si tu viens d'une famille qui a longtemps galéré avec l'argent, ton désir, ce sera peut-être d'être millionnaire. Et peut-être que t'aurais pas eu ce désir-là si t'étais pas venu d'une famille avec un revenu pauvre, quoi. Donc il y a comme ça, je pense, où il y a le côté un petit peu prédestination qui peut rentrer en compte, parce que on est forcément conditionné. D'ailleurs, on a bien vu dans des études, bon, je sais, on n'est pas des scientifiques ici, mais si on fait un minimum de recherche, on sait que même au niveau des animaux, il y a des savoirs instinctifs qui se transmettent dans l'ADN. Et qui du coup font partie de l'évolution, et c'est pareil chez nous. Oui, c'est ça, et même en fait il y a des études scientifiques, j'aurais pas exactement le nom ou la source exacte de l'étude, mais il y a de toute façon des preuves des comportements acquis, et par exemple au bout de 3 générations mettons, de rats à qui on apprend à faire exactement la même chose, la 3e génération en fait elle prend le pli sans même se poser vraiment de questions en fait, et elle cherche même pas à recomprendre le mécanisme à partir du moment où la 2e génération lui a dit on fait ça, c'est comme ça que ça se passe en fait. Elle l'accepte comme une loi, en fait, qui est effectivement une loi de sa réalité. Oui, et qui devient un mécanisme pour recevoir la récompense, voilà, il se pose même plus de questions. Et il se pose même pas la question de est-ce qu'il y a un ailleurs que la boîte dans laquelle je suis, quoi. Oui, c'est ça. Et même ce que tu dis par rapport au transgénérationnel, je trouve ça intéressant. Quand tu vois, là encore, c'est difficile de citer d'études en particulier, mais j'ai l'impression qu'on peut trouver pas mal de témoignages où même les gens se retrouvent à avoir des carrières ou des expressions de comportement, ou même des tics en fait, ou des phrasés de gens de leur famille qu'ils n'ont jamais connus. Ils vont leur dire, mais en fait, ça, c'était le rêve de ta tante, de ta grand-tante machin et tout, qui est morte 20 ans avant sa naissance. En fait, c'est fou comme tu lui ressembles et comme tu incarnes des choses qu'elle n'aurait pas forcément voulu vivre. Et là, on parle même pas des gens qui ont accès à des mémoires antérieures et qui sentent qu'ils les vivent, et de se dire, mais là, en fait, j'ai cette angoisse, mais j'ai la sensation aussi qu'elle m'appartient pas. Parce qu'elle appartient, mettons, à une vie antérieure, ou à une pulsion autre que la mienne et tout, qui a pas vraiment l'air non plus d'être celle de mon inconscient. C'est encore autre chose. Oui. Mais voilà, quoi, qui du coup, on va quand même subir cette peur, quoi. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que je trouve que le libre arbitre, pour moi, il a une réalité, mais il a aussi un côté un peu... bon, c'est un conte qui fait plaisir, parce qu'on aime se dire qu'on a un libre arbitre absolu, alors que quand on regarde vraiment un peu de plus près, pas vraiment, en fait. Ou alors, si on l'a, je trouve qu'il est acquis un peu durement. Je trouve que c'est pas quelque chose d'inné, quoi. Est-ce que le libre arbitre est inné ? Répondez-nous en commentaire. J'ai envie... Je sais qu'on l'a pas trop réfléchi, mais je trouve que aussi c'est un privilège de... c'est un privilège qui est lié au fait qu'on veut aussi nous croire qu'on est en paix. Parce qu'en fait, on voit bien que le concept de liberté, il revient souvent, même si juste on prend la littérature de la résistance, la littérature de la révolution, la littérature abolitionniste et tout, en fait, tout ça, c'est... tout ça, en fait, ça a beaucoup porté l'attention sur la liberté, parce que justement, en fait, il y avait des populations, des gens, des communautés qui étaient face à d'autres oppressifs qui voulaient les priver de leur pouvoir. Et du coup, en fait, la quête de la liberté chez ces gens-là, c'est pour retrouver son pouvoir personnel et son pouvoir d'agence, en fait. Tout à fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est ça. Et en fait, nous, on nous dit non, mais le libre arbitre, c'est acquis, en fait, mais parce qu'on veut nous donner cette notion aussi de paix, en fait. Oui, et puis aussi, je pense, pour... Il y a un gars qui joue du violon. C'est pas du violon, ça. Ah bon ? Non, c'est une sorte d'alarme. Ah ouais, un piou-piou. Je crois, Un truc marin, là. Non ?
Bon, de toute façon, vous l'entendez probablement pas. Ah, pardon. Mais c'est pas grave. Oui, donc du coup, effectivement, je pense que le libre arbitre, il vient dans des conditions très particulières. Oui, ouais. mais j'ai pas... Vas-y. Corne de brume. Corne de brume. Mais je sais pas, peut-être un mariage. Ils sont pas trop 10. Pardon, vas-y. Corne de brume. Donc oui, voilà, le libre arbitre qui est un peu comme une fleur délicate qui ne va pas naître dans n'importe quel contexte. Et puis surtout, je pense qu'il y a une autre question à se poser aussi par rapport à ça, c'est que on parle souvent d'avoir la liberté de suivre ses désirs, parce que forcément, il y a un côté cool, quoi, il y a un côté fun, mais est-ce que c'est ça la vraie liberté ? Est-ce que vous avez le pouvoir d'achat de suivre vos désirs ? Déjà rien que ça. Voilà, j'ai fini en fait. Non mais du coup, c'est un parfait segue sur la troisième partie, du coup, sur le libre arbitre dans le monde d'aujourd'hui, et les obstacles en fait à exercer ce libre arbitre, et du coup on va enchaîner directement avec tout l'aspect marketing et consommation, parce que du coup, vous n'êtes pas sans savoir que l'influence des stratégies marketing sur les décisions individuelles est indéniable, que l'impact des médias, des réseaux sociaux et de la publicité, voilà, on en parlait tout à l'heure sur YouTube, conditionne les comportements d'achat, et que du coup, la réflexion en fait sur la manière dont le libre arbitre est préservé ou compromis dans un environnement de consommation du coup là moderne, devient très, très conditionné en fait. Et du coup, le libre arbitre est peut-être moins pertinent aujourd'hui qu'il n'était au Moyen-Âge peut-être. On se posait la question tout à l'heure. Parce que là, toutes les techniques marketing, les techniques de PNL, programmation neurolinguistique... Oui, enfin, la servitude et le droit de cuissage, c'était quand même assez violent. Non, mais ça, je dis pas, ça, je dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir tendance à croire que le libre arbitre est plus actuel maintenant qu'avant, alors que du coup, pas forcément. Mais c'est presque une stratégie marketing un petit peu et politique de faire croire au libre arbitre. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Parce que là, d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles moi, ma chaîne, j'ai pas... comment dire ? En fait, maintenant, globalement, même s'il y a un facteur chance dans le fait d'être connu ou de se développer sur les réseaux, il y a des techniques qu'on sait qu'elles marchent, voilà, poster régulièrement, faire créer de l'engagement et tout. Mais le problème, c'est que je trouve ça très agressif, ça conditionne beaucoup les gens. Et moi, personnellement, je préfère que les gens viennent et restent et interagissent d'eux-mêmes, quoi. J'ai pas envie d'avoir je trouve ça totalement réducteur de devoir conditionner les gens à une réponse. En fait, moi, je suis ici dans ce podcast pour générer et favoriser la pensée autonome. En fait, je suis pas là pour vous dire, alors oui, je propose des commentaires, mais c'est pour l'interaction fun, c'est pas une injonction, et c'est certainement pas pour jouer le jeu de l'algorithme, en fait. Oui, même l'injonction, elle est mise envers toi, parce que si tu veux être dans le jeu de l'algorithme, t'es obligé de poster à une telle fréquence, t'es obligé d'avoir de multiples réseaux sociaux, t'es obligé d'avoir ci, d'avoir ça, d'interagir, de répondre, de pousser, de faire des vidéos annexes et tout. Donc si tu veux, ça bride un petit peu la créativité. Oui, et puis je trouve que ça gave les gens comme des oies, en fait. Il y a déjà une surprésence de contenu. Si vous me trouvez avec votre propre cheminement, c'est bien aussi. Enfin, moi, je ressens pas le besoin d'aller placarder mon truc partout. De toute façon, ce sera souvent noyé dans la masse. Et puis, je trouve que ça enlève beaucoup, justement, de libre arbitre, en fait, de mon audience, quoi. Tu vois ? Oui, c'est ça. Et puis, comme je dis, trouver par rapport au désir, en fait, déjà qu'il y a une énorme partie. Il y a notre désir, en fait, qui conditionne, mettons, si on prend... le libre arbitre, je trouve que c'est un petit peu soit comme, mettons, un compas qui est magnétisé par une chose ou une autre. Donc, mettons, si on se dit, le compas du libre arbitre, pardon, est magnétisé par mon désir, en fait, déjà, dans ce désir-là, il y a beaucoup... il peut y avoir déjà beaucoup d'inconscient, mais la PNL et tout, par exemple, ou les stratégies marketing, elles sont là pour manipuler et reprogrammer l'inconscient, en fait, et nous faire désirer de façon inconsciente, jusqu'au point où on se dit nous-mêmes, en fait, que c'est nous qui avons pris la décision de notre propre chef. Et elle nous demande aussi d'en prendre les responsabilités, et c'est pas forcément des responsabilités qui nous font grandir, en fait, parce qu'on nous dit... je sais pas si je trouverai d'exemples là, mais ça nous responsabilise, en fait, comment dire,
la responsabilité, elle est liée en fait aussi à notre sensation de pouvoir personnel. Et du coup, c'est comme si ça nous responsabilisait, mais comme si ces responsabilités, c'était des demi en fait. Ouais. Et qu'on nous dit, regarde là, t'as du pouvoir et tout, parce que t'as pu prendre tes responsabilités, parce que t'as pu prendre des choix. Mais au final, sur les vraies choses importantes, en fait, même on a utilisé tout notre pouvoir décisionnel. Et du coup, les autres, on se dit, ah mais c'est pas grave, ça j'ai la liberté, je le ferai plus tard. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi cet espoir en fait marketing, qui soit comment dire, politique ou commercial, qui est lié en fait dans cet espoir de passivité de notre part. Ben oui, mais complètement. Et qu'ils espèrent en fait que justement on va rester passif et donc sous contrôle aussi en nous orientant vers ce sur quoi on est censé désirer. Je pense que c'est ouais non mais je suis complètement d'accord, parce que du coup ça ce libre arbitre dont on parle depuis le début, là à l'heure actuelle et depuis quelques centaines d'années déjà, il est dans un contexte capitaliste. Alors je sais, je parle tout le temps du capitalisme et du patriarcat, mais ce sont les deux piliers de notre civilisation à l'heure actuelle. Donc on est obligé de le prendre en compte. Très lié de toute façon. Bah oui, oui, c'est un peu ce qui... Bref, c'est un autre débat. Parce que du coup, donc là, on a parlé un petit peu du libre arbitre dans le côté marketing et consommation, qui, en tout cas, pour la moyenne d'âge des personnes qui nous écoutent, est là depuis notre enfance. Hein, donc forcément, on y est conditionné, on a des chemins mentaux qui sont pris dans le mix. Donc c'est quelque chose à garder en tête, sachant que là, maintenant, on arrive dans une ère de technologie et d'automatisation. Donc là, avec l'IA aussi, on a encore un autre niveau de débat, parce que on parlait aussi un peu des algorithmes tout à l'heure, mais ça, plus l'intelligence artificielle, en fait, ça crée un réel impact sur les choix et les décisions humaines. Pareil, les réflexions sur compatibilité entre le libre arbitre et les avancées technologiques comme la biotechnologie et la neuroingénierie, ça vient foutre un pavé dans la mare, quoi, tu vois. Et puis après, il y a tout ce qui est des explorations, des défis éthiques et sociaux, en fait, qui sont posés par l'automatisation croissante, en fait, hein, et donc du coup la perte potentielle de contrôle de chacun. Ça remet beaucoup de choses en cause, en fait, et du coup le libre arbitre, on peut se poser la question, où est-ce qu'il se situe aujourd'hui à une ère éminemment technologique et qui se destine à automatiser un maximum de trucs, quoi. Bientôt il y aura une machine qui va nous dire tiens, ça c'est ton désir, ça c'est ton besoin. Ouais. Tu trouves qu'il s'exprime comment pour toi? Quoi donc? Mon libre arbitre? Oui. Ben, en fait, moi, j'y réfléchissais justement en préparation de ce podcast, et moi, je peux pas m'empêcher. Alors, tu vas dire que c'est mon Mars en bélier, mais moi, j'y mets pas mal d'intuition. En poisson, pardon, mon Mars en poisson. J'y mets beaucoup d'intuition. T'inquiète, il est intuitif aussi. J'y mets beaucoup d'intuition. En fait, moi, je mets pas mal d'intuition assez naturellement dans pas mal de choses. Et en fait, je pense que le chemin pour moi, il sera plus faire confiance à mon intuition pour exercer mon libre arbitre. Ça serait plus ça, moi, ma connexion. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait par rapport, je parlais de l'algorithme tout à l'heure et tout ça, je fais plus confiance à mon intuition et au fait que je préfère que les gens soient autonomes et responsables que conditionnés par des algorithmes. Voilà. Oui, c'est ça. En tout cas, tu trouves que ton intuition, elle est dégagée des conditionnements, en fait, et surtout les conditionnements inconscients qu'on aurait pu te mettre. Oui, alors pas dans l'absolu, pas 100%, mais un peu plus. Voilà, j'ai l'impression que c'est une voix intérieure qui est un peu plus préservée de ça, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, je trouve que ça peut se résumer aussi, j'ai l'impression, ce que tu dis par... et là où je te rejoins, en fait, c'est que là, en fait, où on peut retrouver l'usage, on va dire, un petit peu plus complet de notre libre arbitre, et du coup de notre pouvoir aussi, de notre pouvoir interne, parce que je pense que tu es une personne qui déteste te sentir impuissante, en fait, ou en tout cas c'est très inconfortable, et qui en tout cas tu n'es pas résignée à cette perte de pouvoir. En fait, toi, c'est dans une démarche aussi de se dire, mais où est-ce que je suis alignée? Où est-ce que je prends une décision qui est alignée avec quelque chose de très profond en moi, en fait. Et je trouve que c'est ça un petit peu le rayon d'espoir et tout, parce que j'ai l'impression qu'on est... c'est pas forcément qu'on est défaitiste et tout, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas 46 solutions non plus pour
retrouver l'usage de son libre arbitre, l'usage en tout cas déconnecté de ses injonctions, que de s'aligner en fait et de venir en soi. Je trouve aussi de prendre le temps et de se dire en fait pourquoi est-ce que je veux ce que je veux. Si justement en fait on sait que nos chemins mentaux sont influencés, je trouve que ça devient capital alors en tant qu'individu de revenir et d'examiner ces chemins mentaux à soi, en fait. Tout à fait. Et même aussi de se renseigner, en fait, et de se dire, en fait, juste, c'est pas parce que je sais que on utilise des stratégies marketing contre moi, en fait, juste de savoir ça suffit pas. C'est super intéressant et important aussi, je trouve, d'essayer de comprendre en mode quelles sont leurs armes, qu'est-ce qu'on utilise contre moi. Et du coup, ça m'a fait penser parce que j'avais lu il y avait une citation, c'était dans un livre d'Henri Laborit, mais c'était pas de lui la citation, où c'était la liberté commence où finit la connaissance en fait. Et du coup, il y a cette idée en fait qu'après Henri Laborit il développe en fait, où on arrive à avoir un petit peu de liberté en fait à récupérer. On n'arrivera pas à tout récupérer, mais en tout cas, ça nous aide d'avoir connaissance des lois qui nous entourent. Sinon, en fait, on est juste perdu et on prend des décisions et au final, en fait, on pourrait très bien juste tirer une pièce et ce serait la même quantité de pouvoir qu'on utilise au final. C'est ça. Knowledge is power. Je le dirai jamais assez. Même si des fois... Alors oui, c'est vrai. Et la connaissance de soi. La connaissance de soi, totalement. Mais en même temps, moi, ça m'est arrivé par moments. Alors, on digresse un tout petit peu 5 minutes. Il y a des moments où trop de connaissance peut tuer... je sais pas. Peut tuer, en fait, l'intuition. Et du coup, te déconnecter de toi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça, des fois, que je le vis. Où, des fois... je ressens pas trop le besoin de trop connaître des choses ou de me surcharger parce que j'ai l'impression que ça viendrait complètement saboter mon intuition qui, elle, va souvent taper dans le juste et voilà. Tu vois, moi j'ai vraiment ce truc-là. Est-ce que du coup c'est parce que t'as peur de pas avoir bien intégré la connaissance du coup? Non, c'est pas ça, parce qu'il y a plein de fois au niveau intellectuel, je l'intègre et je la comprends. C'est plus que j'ai l'impression que c'est deux sources différentes. En fait, l'intuition, elle va nourrir mon cœur, mon âme et mes tripes, et ça va partir et nourrir ça. Alors que la connaissance, pour moi, qu'elle soit de soi ou qu'elle soit culturelle ou quoi, pour moi, c'est l'intellect. Tu vois, c'est au niveau du corps, ça se situe au niveau de la tête. Sauf qu'on n'a pas toujours besoin de sa tête, en fait. Oh. Ok. Voilà. Oui, si, je sens. Tu vois? Mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que tu as une intuition qui est très affûtée, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que ça correspond aussi... je trouve que ça correspond bien aussi à ton paradigme et tout, et à ta confiance en toi par rapport à ton intuition. Hein. Donc, du coup, il n'y a pas de... Oui, parce que par exemple, si on prend, vraiment, si je ramène ça à des exemples de ma vie perso, avant d'avancer, c'est-à-dire que, typiquement, quand j'ai décidé de partir en Irlande, ou même quand je décide en général de prendre des grandes décisions ou des décisions, je vais pas forcément faire des recherches approfondies sur le pourquoi du comment, tout ça. Par exemple, donc, quand je suis partie en Irlande, j'ai acheté un sac à dos, des chaussures de rando, un peu de matos. J'ai pris mon billet d'avion, j'ai contacté mes potos irlandais à l'époque pour qu'ils m'hébergent la première semaine, et c'est tout. Je me suis pas renseignée sur si c'était le meilleur moment de bouger en Irlande, sur si c'était facile de trouver du travail, sur ceci, sur cela. Ah oui, mais ça, c'est pas de la connaissance, c'est des opinions. Bah si, parce que il y a la réalité du pays, et si je m'étais renseignée, j'aurais eu connaissance de la réalité du pays à ce moment-là. Pareil pour la Suède il y a quelques temps, et du coup, tu vois, ça aurait pu conditionner, mais du coup, je pense que ça serait venu en contrecarrage de mon intuition qui me disait pars maintenant là-bas, tu vois. Oui, je comprends. En fait, t'avais pas... C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est presque conditionné aussi comme réponse. Et à la fois, il y a une partie d'alignement, mais je vois aussi dedans le fait que, mettons, en termes d'ego, ça veut dire que tu te faisais pas suffisamment confiance pour ne pas écouter les peurs si elles venaient à toi. Il y a peut-être de ça. Se présentaient. Oui, c'est vrai, il y a aussi peut-être de ça. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il y avait ce côté de...
Et qui fait aussi assez bélier, désolée, et qui fait en mode, ben, si je passe suffisamment vite, en fait, ça va me propulser. C'est ça, en fait, ça va me propulser. C'est exactement ça, en fait. Un petit peu comme, mettons, quand t'as un passage un petit peu difficile en escalade ou en randonnée, et en fait, limite, mieux vaut courir sur des pierres glissantes, en fait, pour ne pas se faire trop appesantir, plutôt que ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus que intuitivement, tu reconnais cette loi de la vitesse, en fait, que d'autres personnes, en fait, ils vont utiliser d'autres lois parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser cette loi de la vitesse. Oui, non, mais toi, tu arrives, en fait. Donc, c'est pour ça que tu dis, ah, mais non, en fait, je vais pas prendre connaissance de ça, parce que moi, je sais que ça marche, je choisis la voie de la vitesse, en fait, et pas forcément totalement la voie de... c'est pas forcément qu'une question d'alignement, je trouve. En fait. Bah après, ou alors c'est pas incompatible, ça peut être les deux en même temps. Oui, non, mais c'est ça, c'est un petit peu les deux, je trouve. Non, mais c'est pour ça que c'est un petit peu de ça dont je parlais dans le côté de se connaître et examiner ses chemins mentaux. Tu vois? Tada. T'as vu, c'est fun, hein? Non, mais c'est vraiment ça. Les gens, faites pareil, partagez en commentaire si vous voulez. Je vais faire des ateliers en mode. Mais non, mais c'est moi ton chemin mentaux que je le débloque. Bah, non, mais surtout, ce qui est intéressant en fait, d'avoir Charlotte en face de moi et qu'on discute, c'est que même si ça fait 25 ans qu'on se connaît, on apprend encore des choses. Vraiment, c'est vraiment le cas typique de la vieille relation où tu connais très bien la personne, mais t'en découvres tout le temps, en fait. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et Charlotte, elle a une très bonne capacité de métaphore et d'analyse, notamment grâce à l'astro. Je la ferai venir là-dessus, parce que c'est quand même très intéressant. Oui, bah, du coup... Et là, pour le coup, on sera là 4 heures, hein, je vous préviens, elle sera unleashed. Oui. Pour le bien-être, pour le plus élevé de tout le monde, ce sera un fun ride. Mais oui, non, mais c'est vrai, je pense qu'effectivement, il y avait peut-être une partie de moi qui me disait, ouais, si j'en sais trop, je vais rien faire. Parce que je serais désarmée face à toutes ces connaissances et je ne serais pas équipée pour la contrecarrer ou agir en écho. Tu vois, par exemple, si j'avais découvert avant de partir en Suède que niveau politique c'était en train de se casser la gueule, qu'il y avait des guerres des gangs qui commençaient à venir, que ça allait être galère pour moi de trouver un job parce qu'il y avait un protectionnisme national qui s'est mis en place, que l'extrême droite allait être élue. Enfin, si je m'étais renseignée en amont sur tout ça, je me serais dit, mais comment je suis censée faire en fait? J'avais pas tous les outils pour répondre, on va dire, de façon pragmatique à ça. Et du coup, mon outil, effectivement, c'était la vitesse, quoi. Et l'intuition. Oui, c'est ça. Et puis parce que t'as aussi même la sensation par rapport à toi-même aussi que t'as une personne débrouillarde, en fait. Donc, si tu veux, c'est... une partie de toutes les croyances en fait que tu as par rapport à toi-même qui font que tu te dis bon bah je sais que ça va être galère et du coup je préfère pas regarder en fait tu vois ça voilà je trouve que c'est un petit peu ça. Il me dit je fais confiance parce que je sais que je suis résiliente, que je suis flexible, que je suis déterminée en fait et je pense que c'est un petit peu tout ça qui influence. Moi, par exemple, j'ai une nature où j'ai besoin justement de connaître un petit peu tous les paramètres, sinon je me sens pas bien. Parce que justement, en fait, d'avoir de la connaissance, ça me donne l'étendue en fait, de ce que je peux faire même, en fait, parce que sinon, en fait, si je me renseignais pas, peut-être que je me garderais sur des idées un petit peu petites et limitantes. Et du coup, je trouve que la connaissance, pour le coup, moi, ça m'étend mes horizons. Parce que ça me permet de me mettre à la place des gens, mettons, de cet autre pays. Et je me dis, ah d'accord, en fait ça c'est possible parce que sinon je serais vraiment restée dans quelque chose de familier. Oui, non mais là-dessus pour le coup je suis vraiment d'accord et d'ailleurs il y a un exemple hyper terrien que j'ai, enfin terre à terre que j'ai eu hier parce que du coup hier j'étais au téléphone avec une amie suédoise qui vient encore en Suède et en fait je lui expliquais que j'avais du mal à sortir dans la rue parce que vraiment, je trouve que les gens en France, ils sont pas respectueux, les rues sont globalement, je trouve, assez dégueulasses, tu te fais alpaguer tout le temps, enfin, et que du coup... c'est vrai, c'est cracra. Pour moi, vraiment, sortir dans les rues en France, c'est pas un plaisir. Moi, j'adore parce que vraiment, il y a une affiche, c'est vraiment, comme je te disais, le marketing du libre arbitre avec, je sais pas, c'était... Une compagnie, genre une banque ou une assurance, donc vraiment un truc qui a rien à voir, qui incitait ses adhérents à faire des marches de nettoyage dans la ville et qui disait voilà tout ce que nos adhérents ont récolté la semaine dernière et tout. Et j'étais en mode mais en fait c'est les pouvoirs publics et c'est les mairies qui doivent nettoyer les rues, c'est pas les adhérents d'une mutuelle privée. Bah alors déjà il y a ça. Voilà le libre arbitre d'aller nettoyer ses rues. Bien aimable. Non mais déjà il y a ça et effectivement il y a un côté aussi un peu l'épisode de Black Mirror quoi. Je te jure non mais on vit que là-dedans.
Il y a un côté, je trouve, de différence de mentalité, parce que du coup, en fait, quand je lui expliquais... parce qu'en fait, elle comprenait pas vraiment pourquoi j'avais autant de mal à sortir dans la rue. Et parce qu'en fait, elle me disait, mais je comprends pas, quand on était en Suède, t'avais pas ce problème-là. Et je lui disais, mais parce que moi, ce problème-là, je l'ai en France et je l'ai pas en Suède et en Irlande, parce que les gens respectent l'espace privé de chacun, les rues sont propres. Après, avec 20 cm de neige, ça fait du tri aussi. Oui, non, c'est sûr, la Suède, c'est un autre délire. Mais on en a vite, en fait, parce que du coup, j'ai parlé des cacas de chiens qui aussi étaient dérangeants, parce que combien de propriétaires de toutous ne ramassent pas les cacas. Du coup, bah, t'en as partout, en fait. Et là-dessus, elle était choquée. Elle était là, mais vraiment, je pensais pas que la France c'était comme ça et tout. Je dis, bah si, il y a des cacas partout dans les rues, quoi. C'est vraiment, elle m'a dit, mais personne dit rien, il y a pas une amende pour ça et tout. Si. Je dis, bah, en théorie, si, mais bon, que veux-tu? Il y a personne pour l'appliquer. Voilà, et donc, attends, pourquoi on parlait de ça? Un exemple terre à terre de libre arbitre, quelque chose comme ça. Le libre arbitre de ramasser les cacas de son chien. Non, mais par rapport au fait de vivre ou pas dans un pays, peut-être. Ouais. Comme tu parlais d'Harry. Ah oui, non, de la connaissance. On arrive, les gars. De la connaissance, justement, d'un pays. Et c'est vrai que, bah, tu vois, là, par exemple, ma pote, quand je lui ai parlé de la réalité de ce que c'est de sortir dans les rues en France, en tout cas dans le sud de la France, m'a dit, ok, bah, je suis contente de le savoir parce que moi, j'aurais été vachement... agressée ou étonnée de voir tous ces cacas par terre. Maintenant, si je viens, je suis préparée mentalement, tu vois. Non, mais rip tous les touristes au JO, là. Je te jure. Donc bon, bref, voilà. Du coup, effectivement, je pense qu'il y a de toute façon, c'est toujours une question d'équilibre, en fait, entre deux polarités, quoi. C'est ça, la base, c'est pour ça qu'on est tous sur Terre, et que la vie est fun. Et du coup, est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur un dernier aspect, donc, de ce libre arbitre, dans le monde d'aujourd'hui, qui est tout le côté... juridique et éthique, puisqu'on parlait d'amende un peu pour le caca. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, le poids du libre arbitre dans les débats sur la responsabilité morale et juridique, c'est intéressant. De même que les considérations éthiques, en fait, qui concernent les interventions comportementales, tu vois, la manipulation de la volonté qu'on a évoquée avant, les réflexions sur la manière dont les sociétés contemporaines, les nôtres, quoi, abordent les questions des libertés individuelles et de la détermination sociale. Là, tout ça, c'est un gros paquet, là, avec le libre arbitre. Fun times, quoi, vraiment, sortez vos tricots et c'est parti, parce que... Ouais, ça fait beaucoup, et c'est vrai que... Enfin, on commence à avoir un petit peu, même quelques lois, en fait, qui disent qu'il faut moins de publicité pendant... Il y a moins de publicité pendant les programmes destinés aux enfants, ou des choses comme ça aussi, parce que on reconnaît cette puissance du marketing, en fait, et le fait qu'un enfant n'a pas le recul aussi, parce que c'est ça que je trouve important. Il y a ce côté aussi de libre arbitre boussole. Qu'est-ce qui aimante ta boussole, en fait, et ça demande du recul et de la maturité émotionnelle, de la maturité intellectuelle, et que effectivement les enfants n'ont pas forcément encore, parce qu'ils sont en train de la construire et de la développer. Et du coup, il y a un petit peu cette attention qui est portée pour essayer de respecter, en fait, ça, et de pas non plus trop les influencer. Après, c'est vrai que nous, tu vois, on est des enfants des années 90 et tout, voilà, on a vu les publicités et tout, à chaque fois, autour de, mettons, des fêtes de Noël et tout, pour les jouer, quoi. C'est clair qu'un enfant, c'est facilement influençable, et même avec l'accès aux réseaux sociaux, en fait, et qui est quand même assez facile et tout. On va pas dire que personne n'a créé de compte, mettons, on dit réseaux sociaux interdit au moins de 13 ans ou quelque chose comme ça et tout, parce qu'il faut avoir un mail personnel, mais bon, enfin voilà, il y a personne pour dire à un enfant de 8 ans de ne pas créer une adresse mail. Maintenant ils savent le faire. Maintenant ils savent le faire, en fait, et les parents, ils sont pas non plus ils peuvent pas forcément être tout le temps derrière s'ils ont ils sont eux-mêmes en train de poursuivre d'autres choses et tout, que ce soit leur vie, leur travail, les autres enfants éventuellement, en fait. Et il y a très peu de responsabilité des pouvoirs publics ils osent pas trop non plus se mouiller pour interdire ce genre de comportement. C'est ça, puis je pense que justement avec cette notion de libre arbitre, souvent elle sert un petit peu d'échappatoire, quoi. Dans pas mal de cas, c'est un peu, oui, mais la personne, elle est libre de ses choix. Alors, la sortie de secours, merci, quoi.
Parce que des fois, non. Coup, comme on dit, elle est assez conditionnée aussi par plein d'autres choses. Donc, il y a une limite, ou alors ça veut dire renoncer à plein d'autres choses sociales. Et mettons, mais comme tu l'as fait, en mode, ben là, en fait, ça me saoule, je fais pas de compte d'Instagram, je me sors d'Instagram. Parce que j'ai pas envie d'être influencée par ça, parce que j'ai pas envie que mes opinions soient régies par les pubs, j'ai pas envie d'éveiller des désirs que j'ai pas envie d'avoir en ayant tout le temps des comptes qui me donnent des envies qui sont malsaines pour moi. Enfin, voilà, je trouve que c'est vrai, mais je trouve qu'on revient un petit peu à cette notion, pas forcément pour devenir maître spirituel en fait, mais moi j'aime beaucoup l'idée de la liberté justement qui se situe dans le détachement. Et voilà quoi, si la boussole du désir la boussole du libre arbitre n'est pas influencée et magnétisée par le désir, par quoi est-ce qu'elle peut l'être? Et justement en fait c'est par ça peut être l'idée c'est je pense que c'est d'être magnétisé le plus possible en fait par son propre alignement en fait et par son propre par ce qui nous nourrit très profondément et c'est qui nous appelle en fait et qui nous dit bah, le libre arbitre tu devrais utiliser ton libre arbitre pour t'orienter vers là et effectivement te détacher et ça passe forcément je trouve la liberté par du détachement parce que les désirs c'est lié à justement cet attachement fort en mode ça je le veux il faut qu'il soit à moi il faut que je le possède, il faut que je le consomme, il faut que ce soit dans ma vicinité, il faut que ce soit dans mon environnement. C'est quelque chose de très viscéral comme ça, le désir, alors que le détachement, en fait, est plus paisible. C'est ça, en fait, et il nous renvoie à un sens de l'identité beaucoup plus profond que des choses et des objets. Oui, voilà. Même par rapport à des gens, en fait, de prendre des bonnes décisions et de se dire, ben... au lieu de rester dans une relation toxique, voilà, quoi, sortir de ça, ou alors d'avoir le détachement de dire, ben, non, en fait, là, je pense que ça me convient pas, ou alors, ben, non, là, je pense que j'en ai pas besoin. Aussi. Oui, c'est ça, en fait. Je pense que ça répond pas à un besoin. Est-ce que vous me proposez, là, ou alors, ben, là, je vais mettre une limite, même si c'est pas socialement accepté ou pas, juste parce que ça répond à un alignement très, très profond, en fait. Ouais, et pour le coup, là, on retombe sur la connaissance de soi, dont tu parlais tout à l'heure, et là-dessus, je suis vraiment d'accord, parce que... Oui, c'est ça, quoi. Il y a plein de gens qui, je pense... Et c'est une connaissance qui n'est pas mentale, justement. Oui, non, c'est vrai, non, là-dessus, on est sur une connaissance vraiment corporelle, les sensations, le corps, il nous dit tout, c'est juste qu'on sait pas tous écouter, et c'est un apprentissage, et c'est comme ça, quoi, mais c'est vrai que pour reprendre ton exemple par rapport à Instagram, pour moi, c'est un truc qui s'est imposé naturellement parce que déjà j'étais en état de burn-out et ça me faisait du bruit en plus dans ma tête, quoi. C'était pas gérable, c'était pas possible, ça m'apportait rien. Et même là, maintenant que je commence à sortir un peu de cet état, j'ai aucune intention, aucune envie, aucun besoin d'y revenir. Et ça, en fait, ça m'a laissé l'impression d'avoir été nourrie comme une oie. Pour fabriquer du foie gras après, et pas forcément de bonne qualité, quoi. Tu vois. Oui, c'est ça, et puis même quand je parle du côté de récupérer son pouvoir, en fait, c'est pas juste pour le garder tout et dire j'ai tout mon pouvoir, je dépends de rien, en fait. C'est juste pour aussi arriver à le redistribuer de façon responsable. Et dire, ben, si je choisis ça, en fait, je le choisis en conscience et je suis prêt à prendre les responsabilités. Je suis prêt à engager mon pouvoir dedans, en fait, et à participer à une relation avec une autre personne, en fait. Et c'est pas juste de vouloir s'isoler et d'avoir peur de tout en mode tout le monde veut à mon pouvoir, tout le monde veut ça, tout le monde veut me manipuler, en fait. C'est pas ça non plus. Oui, c'est clair. Mais pour le coup, tu vois, j'aimerais bien, à l'occasion, si ça se présente, pourquoi pas, enfin, en fait, je me pose juste de la question de comment est abordé le libre arbitre vraiment dans un contexte juridique pur, tu vois, genre, du coup, faire venir un avocat ou une avocate, quel est le poids réel, parce que je me doute qu'il en a un, mais je veux dire, quel est son poids juridique au libre arbitre, tu vois. C'est-à-dire... En fait, dans quelle mesure le libre arbitre peut être invoqué pour accuser ou innocenter quelqu'un, par exemple, tu vois. Alors bon, on peut regarder toutes les séries qu'on veut, mais... C'est par rapport à la loi. Oui, c'est par rapport à la loi, mais je sais qu'il y a eu des petits loopholes comme ça, des petits cas d'exception aussi. Ouais. Parce que moi, je vois juste l'incapacité psychologique.
De ce que j'en sais, le peu que j'en sais, il n'y a pas forcément que ça en fait. Il y a d'autres nuances et il y a des fois où ça peut être utilisé. Quand une personne est manipulée en fait et qu'elle a pris justement une décision du fait d'avoir été manipulée. C'est ça, parce que j'ai l'impression, comme en mettant tu te fais scammer, ou alors quand t'es complice involontaire, ou des choses comme voilà, ça, c'est ça. Ou alors, par exemple, j'avais vu une fois, j'étais tombée sur... alors, c'était un épisode de série, je sais plus laquelle, mais qui était inspiré de faits réels, où en fait, et bon, là-dessus, je sais qu'il y en a eu plein des instances comme ça, où en fait, la femme, elle était complètement sous l'égide d'un pervers narcissique, enfin, d'un homme à comportement de pervers narcissique. Sous la coupe. L'égide, c'est protection. Oui, elle devait être protégée, mais bon, d'une façon très coûteuse. Elle était donc sous la coupe de ce gars-là, et donc elle a fait plein de choses, en fait, parce qu'elle était en total brainwash, en fait, de ce gars-là, et donc du coup, le libre arbitre, là-dedans, tu vois, il est questionnable, en fait. Et je pense que dans les faits, en fait, elle est presque qualifiée de névrotique. Oui, mais je pense que ça dépend, enfin, il y a vraiment des cas où ça n'a pas toujours marché. J'avais regardé un petit peu... Puis j'ai regardé, j'avoue, j'ai regardé quelques séries policières. Je me suis calmée parce que vraiment, c'était pas bon pour mon niveau de stress. Et déjà que j'ai du mal avec les gens, si je mets mon nez dans les séries policières, je vais jamais m'en sortir. Mais il y a vraiment, enfin, je sais qu'il y a vraiment une vraie question. Et je sais plus avec qui j'en parlais parce que c'est pas comme si je connaissais 1000 avocats, mais... Oui, de toute façon, je trouve que c'est intéressant même de s'interroger parce que de toute façon, les lois juridiques sont jamais que des lois humaines qui varient même de pays à pays. Complètement, et d'époque en époque. Puis il y a toujours des exceptions, aux règles établies. Donc voilà, c'est ça. C'est jamais tout blanc, tout noir. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Bon. Est-ce qu'on en arriverait à la fin de cet épisode? Est-ce que sommes-nous prêtes pour la conclusion? Oui, si tu veux. Si tu veux, je pense que c'est pas mal déjà. Je pense que c'est pas mal. On a ouvert pas mal de portes. Parce que donc du coup, je vous rappelle la question de départ qui était un petit peu le libre arbitre, mythe ou pas mythe, quoi. Voilà, c'était un peu ça la question par fable populaire, c'est un peu ce qu'on a questionné. Et a priori, c'est pour moi, ça tombe dans la catégorie une jolie fable, quoi. Qui a une certaine réalité, mais qui n'est pas la seule et unique vérité. Et donc du coup, garder... Enfin, comment dire, je voudrais juste souligner l'importance de continuer à avoir des débats sur le libre arbitre, tant dans la philosophie, les sciences, tous les domaines qu'on a abordés, mais aussi j'appelle à vraiment une réflexion continue en fait sur la nature complexe du libre arbitre et du coup ses implications dans nos vies en tant qu'individu, en tant que collectif, parce qu'on a vu c'est un sac de nœuds ce truc. Donc voilà. Et pour finir en fait moi je voudrais laisser Charlotte le dernier mot parce que je sais que je sais que t'aimes bien et tout, mais je pense que je vais changer un petit peu ma conclusion. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément trop attends, j'essaie de voir comment je peux le formuler, parce que je dirais que ma conclusion en fait c'est un petit peu que des choses que je viens d'évoquer et tout, du sens de pour moi le libre arbitre c'est pas un mythe au sens où c'est vraiment une boussole interne qui pour moi existe. Mais par contre, le mythe, c'est que on sait parfaitement par quoi elle est dirigée et vers quoi elle s'oriente, et que c'est 100% nous qui décidons de là où on va. Là, c'est un mythe, en tout cas, tant qu'on n'a pas fait du travail sur soi pour essayer de comprendre d'où viennent nos pensées, d'où viennent nos désirs, d'où viennent nos émotions. Tant qu'on ne sait pas ça sur nous, même juste un petit peu, on ne saura jamais vraiment non plus. Mais tant qu'on fait pas ce travail-là, ce shadow work, en fait, et c'est pas juste aller passer des heures sur un divan et tout. C'est aussi des conversations avec soi-même. Ça n'a pas forcément besoin d'être que d'extérieur. Ça n'a pas forcément besoin d'être payant. Et même, en fait, il y a forcément des petites décisions que on va laisser au marketing. Mais l'essentiel, c'est de s'en rendre compte, en fait, et de vraiment s'aligner pour les décisions qu'on trouve vraiment importantes et déterminantes pour ça, quoi. Ouais. Pour soi. Oui, c'est ça, c'est avoir, en gros, la conscience qu'on ne sait pas tout, quoi. Et du coup, essayer de rencontrer... la chose à mi-chemin, quoi. Oui, c'est ça, et même cette notion de pouvoir personnel, en fait, elle est
Peut-être qu'on y reviendra sur un épisode peut-être plus dédié, parce que j'ai l'impression que c'est quand même énorme. Et moi, en fait, à chaque fois, même juste en écoutant tes podcasts, à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que toutes mes conclusions, elles reviennent au pouvoir personnel. Que ce soit la vérité, que ce soit ce que tu avais fait au début, j'ai plus le nom. L'instabilité. L'instabilité, voilà. Que ce soit l'instabilité, que ce soit là le libre arbitre. Tout ça, pour moi, ça revient à chaque fois au pouvoir personnel, à ce qu'on en fait, en fait. Et peut-être que c'est juste là, c'est juste ça ma conclusion, en fait, c'est de réfléchir à où il se situe, en fait, et à quoi on le donne. Oui, et comment on peut le manifester. Oui. Point, tout court. Voilà. ouais, non, mais ça me paraît bien. Vous en pensez quoi, vous nous avez suivis jusque-là? Oui, dites-nous. Ça fait 1 heure qu'on déblatère. Ok, bah écoute, Charlotte, où est-ce qu'on peut te trouver, du coup, ailleurs que ici? Alors, du coup, moi, actuellement, je me suis lancée dans un projet que j'ai appelé dans sa globalité Drinker Station. Ça fait un petit peu SF et tout, j'aime bien. Et voilà, c'est un projet qui réunit mes créations artistiques du moment, plutôt sur des supports audio-vidéo. J'ai un podcast qui s'appelle Rémanence, sur lequel je viens d'inviter Adélie pour mon tout premier épisode. C'est tout frais, ça vient de sortir. Et voilà, c'est sur les livres qui parlent de spiritualité et d'ésotérisme, mais pas tout à fait que. Et en fait, c'est pas tant des reviews de livres que des discussions, un petit peu du genre de celles qu'on vient d'avoir, sur ce que ça nous évoque comme thématique, en fait. Et avec, au centre de tout, le travail sur notre esprit critique, en fait, qui pour moi est absolument essentiel à conserver en toutes circonstances. Parce que le pouvoir personnel. Voilà, c'est ça justement, pour faire des choix éclairés. Voilà, donc on vous mettra sûrement les liens et du podcast et d'Instagram si vous voulez. Pour le coup, moi je suis encore sur Instagram. Vous pouvez la trouver sur Instagram. Voilà, si vous voulez nous trouver. Et je fais aussi des tirages collectifs de carreaux, parce que j'adore la divination. Oui, nous allons en parler, je pense. Oui, je pense que chez moi, on fera un épisode sur le déterminisme, parce que c'est un point assez central et qui est assez débattu, mettons, dans le royaume de l'astrologie, par exemple, ou même des arts divinatoires, avec ce côté de est-ce qu'on est déterminé ou pas, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire de l'astrologie, pourquoi est-ce qu'on voudrait se faire tirer les cartes. Et bah, tout ça, on va en débattre avec Adélie dans un prochain épisode, très bientôt, je pense. Bah oui, on a toujours plein de choses à dire, c'est ça c'est pour ça que j'adore les podcasts et que je suis contente qu'on se soit lancé, parce que ils ont des angles différents pour satisfaire pas mal de gens, et des discussions qui sont, moi je trouve, très enrichissantes. Je sais pas parler. Toujours professionnel ou pas, il y a peur quoi. C'est ça. Voilà. Running my mouth. Voilà, bon bref. Ça on aime. Vous trouverez tous les liens en description. Voilà. On se retrouve bientôt du coup sur une plateforme ou sur une autre. Voilà. Bah, merci pour ton invitation. Je suis bien amusée. Merci d'avoir accepté. On n'a pas entendu de petit miaou. Le chat de Non, il dort. Le chat dort. Il dort bien profondément. Mais un jour vous l'entendrez, on vous le garantit. Oui. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, c'est important. Et puis à très bientôt. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao.